et c'était un conseil que mon père m'avait donné que je n'ai pas vraiment écouté. Il m'a dit, tu vas dans un pays étranger, évite de rester avec la communauté que tu connais, essaie d'explorer d'autres communautés. Ouais. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est bon, c'est pas grave. Et comme tu viens de le dire, Leïla, tu peux te tromper. Moi, j'ai fait 3 ans à me mourir dans un programme que je n'aimais pas. Parce que malheureusement, et ça c'est un peu partout, les parents jouent la sécurité. Et en 2023, je pense pas que la sécurité soit le meilleur moyen pour un enfant de réussir. Il y a tellement d'opportunités. Un jeune homme peut se mettre dans sa chambre, avoir un podcast, le gars va se faire des millions parce que le domaine des médias, là, ben écoute, il y en a beaucoup d'animatrices, hein, il y a beaucoup de conférencières, hein, il y a beaucoup de tel. On est nombreux. On est nombreux, mais je me dis, chacun a sa chance. Et quand tu marches dans ce que tu es appelé à faire, veut pas, les personnes qui sont censées connecter avec toi, elles vont connecter avec toi. Et, quand je suis montée, je me suis assise en face d'une dame. Dès que je me suis assise, peut-être moins d'une minute, elle se levait. Puis dès qu'elle se levait, je me suis dit, oh, est-ce que c'est parce que je suis noire? De même que Dieu élève, Dieu est capable de te rabaisser d'une telle manière que toi-même, là, ou bien même que les personnes qui t'applaudissent aujourd'hui soient les personnes qui te lancent des pierres demain. Il faut être préparé à ce genre d'atmosphère-là. Dis, oui, parce que là, il y a ton frère qui se marie, là. Donc, tu sais, il y a telle affaire, là. J'espère que ça sera bientôt ton tour. Bonjour, monsieur mon mari. Je pense que bye, je pars. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier Rachel Gagnon, agente immobilière à Ottawa, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est avec Rachel qu'on a acheté notre maison. Rachel est une agente immobilière, c'est une grande référence ici à Ottawa. Donc, si vous cherchez à acheter une maison, louer une maison, on va vous laisser ses coordonnées dans la barre de description en bas. Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est une invitée qui normalement... Elle qui est habituée à prendre le micro, aujourd'hui, on va lui faire ça sera nous. Il va jouer notre rôle. Exactement, on va jouer son rôle. Ok, c'est Elle va jouer le nôtre. Ouais. Bonjour Claude. Allô. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que vous m'avez amadoué avec les biscuits et du bon Oui, thé. bien sûr. Mon Dieu, je me suis fait avoir. Oui. Merci d'être là, de nous donner ton temps et puis d'accepter de partager ton expérience. On t'a invité parce qu'on pense sincèrement que ton parcours est un parcours qui mérite d'être partagé et qui va inspirer énormément de monde qui vont nous écouter. Merci. Donc voilà. Yacine, je suis certaine que c'est toi qui vas commencer ta première question signature que tu poses tout le temps. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Claude d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Donc, première question qu'on me pose chaque fois, c'est que tu te présentes succinctement à nos auditeurs. Ben, d'abord, je vais commencer par vous dire merci à tous les deux de m'avoir ici. Et puis, comme je le fais habituellement, comme moi-même, je fais mes propres vidéos et tout ça, je prie d'avoir une sagesse divine qui pourra me permettre de parler comme j'ai besoin de parler. Et pour me présenter, je suis juste Claude Andrea Boni, une Ivoirienne, origine ivoirienne. Je suis au Canada depuis 7 ans. Je travaille dans une station de télé, TV Rogers Ottawa. Et puis, je pense que je suis juste une girl des médias et des communications. Je dirais juste ça. Excellent. C'est ça. Alors, moi, je vais renchérir. Claude est une journaliste, animatrice, conférencière qui est très modeste pour parler de son parcours. Et surtout, c'est une personne qui a fait sa place ici à Ottawa durant ces 7 ans d'installation ici. On va se le dire, hein, vraiment, tu es une franco-ontarienne. Et voilà, donc moi, ça c'est quelque chose en fait, qui m'intrigue et qui m'inspire et qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours et dans ta personne et ta personnalité et que j'aimerais qu'on aborde éventuellement lors de la discussion. Mais on va commencer par le commencement. D'accord. Let's start with the start. Claude, tu es venue au Canada en tant qu'étudiante internationale. C'était en 2016, 2017. En juin 2016 que je suis arrivée au Canada toute seule. J'avais pas, comme on dit, de la famille ici, mais comme vous le savez, quand tu arrives ici étant immigrant, tu vas te créer une famille ici. Exactement. Je suis arrivée toute seule en juin 2016. Pourquoi en juin?
Parce que pour moi, c'était important. J'avais entendu tellement d'atrocités, excusez-moi le terme, sur le Canada par rapport au climat. Il fait tellement frais ici que je me suis dit, you know what? Viens au tout début, comme ça, tu vas t'habituer tout doucement. Donc, juin, c'était l'été. J'allais passer par l'automne et puis ensuite l'hiver. Donc, ça me permettait de m'acclimater. Donc, c'était prévu là que j'arrive bien plus tôt avant la rentrée de septembre. Donc, tout ça, c'était planifié. Je suis arrivée comme étudiante internationale, comme tu l'as dit. Et puis, c'est bon que tu mentionnes le fait que mon implication dans la communauté franco-ontarienne t'interpelle parce que je ne savais moi-même pas qu'il y avait une communauté de même francophone qui vit à Ottawa et tout. Et c'est de fil en aiguille que j'ai pu la découvrir, que j'ai pu m'intégrer ou me définir comme une personne franco-ontarienne. Sinon, avant ça, j'étais comme toute immigrante qui arrive ici, qui va à l'école, qui fait ses affaires. Tu avais quel âge quand tu es venue? Je suis arrivée ici à 25 ans. OK. 25 ans, ouais, D'accord. j'étais une vieille fille. Là. 25 ans. Puis tu as choisi le Programme de relations publiques. OK. Ouais. Déjà, même en parlant de programme de relations publiques, on s'est rencontrés, toi et moi, Oui. au Collège La Cité. Et donc, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, ma mère m'a dit comme ça, écoute, tu parles du Canada, essaie de voir avec les gens là-bas que tu connais. Qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce que tu peux faire. Et donc, moi, je suis allée regarder dans les différents programmes du Collège La Cité. Il y avait administration, il y avait plein d'affaires. Et puis, quand j'ai vu relations publiques, je me suis dit, c'est intéressant ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, quand j'ai vu le descriptif, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne savais pas pourquoi, mais c'est le seul programme qui m'avait allumé. Puis, je me dis, je ne regarde plus rien d'autre, ça sera ça, mon programme d'études. Et puis, je pense que je ne me suis pas trompée. J'étais sur la bonne voie. Excellent. Peut-être avant de venir au Canada, tu avais fait des études en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Qui t'ont poussé vers les relations publiques, peut-être? Oui. Mon parcours, il est un peu intriguant et je pense que c'est pour ça que je parle aux parents en particulier. Laisser les enfants faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. C'est sûr que pour un parent, il joue sur la sécurité, surtout que c'est lui qui paie. Donc, il joue sur la sécurité. Et c'est ça que ma mère a fait avec moi. Donc, moi, quand j'ai terminé mon bac, qui est l'équivalent de, je vais dire, la 12e année ici. Ma terminale, mon bac, quand j'ai eu mon bac, qui est l'équivalent de la 12e année ici, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me parlaient d'aller, par exemple, en communication et tout ça, parce que j'avais la parole facile et tout ça. Mais en fait, j'avais une cousine qui était tout proche de moi, qui me disait que le droit, là, c'était la vie. Aller faire du droit. Le droit, c'est comme ci, c'est comme ça. Elle vendait vraiment l'affaire. Donc, je me suis dit, je vais faire du droit. Mon père m'a regardé en me demandant, tu es sûr que tu veux faire le droit? Et puis, je lui dis oui. Il dit, OK, explique-moi pourquoi tu veux faire le droit. Fait que j'utilise les mêmes arguments que ma cousine et puis je vends. Mais il n'était pas convaincu. Puisque c'est ça que tu as envie de faire, vas-y. Ma mère, pareil. Mais j'ai souffert pendant 3 ans pour avoir même mon diplôme, ma licence. Donc, il y a l'équivalent du bac ici. J'ai souffert parce que j'étais celle-là qui allait toujours en 2e session. Je ne l'avais jamais tout d'un coup, là. Mais je me mourais à petit feu. Et pourquoi je parle des parents, de laisser les enfants faire qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que quand un enfant, même malgré le fait qu'il soit têtu, il va dans la voie qu'il a envie de choisir, si ce n'est pas ta voie, tu vas te retourner. Il y a toujours un élément qui va être ton déclic. Et moi, je pense que c'était le droit social. C'était une matière qu'on avait et c'est quelque chose qui me passionnait. Parce que c'était pour aider les gens, c'était pour travailler avec des organismes. En tout cas, le droit social avec notre professeur des TD, c'était vraiment quelque chose qui m'allumait. Et puis, je suis venue lui dire, j'ai dit, monsieur, j'aime bien le droit social, mais tous les autres programmes, là, tous les autres cours, là, ça ne me dit rien du tout. Puis il m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas aux ressources humaines? Parce que c'est un peu... la ligne, elle est vraiment fine entre ces deux domaines-là. Et puis je me suis dit, oui, peut-être en ressources humaines. Mais ressources humaines en Côte d'Ivoire, j'avais pas cherché. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de collèges ou je ne sais plus quoi qui font des affaires de même, mais je n'avais pas cherché. Et la même cousine m'a parlé d'un projet d'aller en Inde. Oh! Oui, à Bangalore. Et je lui demandais elle-même, on parle de France, les gens parlent du Canada, des États-Unis. Toi, tu veux me parler de l'Inde. Il y a quoi en Inde? Puis elle me dit, mais là-bas, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je lui dis, OK, c'est quoi ton plan, toi? Elle me dit, OK, quand elle termine, sa licence, elle part en Inde. Puis, il y a eu je pense qu'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire où est-ce que l'université où elle était fermée. Donc, ils avaient une année sabbatique. Et donc, moi, j'ai eu, je pense, une avance sur mon programme. Et quand j'ai terminé, je lui ai dit, bon, moi, je vais aller en Inde. Puis ma mère m'a dit,
tout ce que tu veux, là, il faut faire. Mais j'ai juste besoin que tu me ramènes à la maison ton diplôme. Sinon, tu ne bouges pas. Au moins, elle avait sa sécurité parce que demain, si je me cassais la tête quelque part là-bas, j'avais au moins un diplôme sur lequel m'appuyer pour revenir à la surface. Donc, c'est ça que j'ai fait quand j'ai eu mon diplôme. Je suis allée en Inde pour 2 ans. Oh, OK. Je suis allée en Inde pour 2 ans et c'est là-bas que je suis allée faire les ressources humaines. Mais à vrai dire, entre vous et moi, c'était assez compliqué. J'aime beaucoup mes parents indiens, mais en pleine classe, l'anglais, il shift à la langue maternelle, le hindi. En tout cas, c'était difficile, mais arrivé un moment, moi, j'ai juste arrêté les cours et puis j'ai fait des cours en ligne. J'ai fait mes examens en ligne et puis j'ai pu avoir mon MBA en ressources humaines. Mais j'étais pas satisfaite, il y avait un vide au-dedans de moi. Mais qu'est-ce qui est intéressant en Inde C'est vraiment que En vrai, qui n'est pas typique. C'est très atypique comme destination. Aller étudier en Inde, je sais, comme décision même à la base. La première fois quand je suis allée voir mon père, parce que on sait, hein, quand il y a des petits trucs comme ça, des messes basses, c'est toujours avec les mamans, on gère. On gère toujours avec les mamans et puis après on surprend le papa. Donc je suis allée voir papa, je dis, moi, je veux aller en Inde et tout ça. Il m'a regardé et dit, en Inde. Mais C'est une blague. non, là, c'était ça, sa question là, dans son esprit, je suis sûre. Mais il s'est assis et puis il m'a regardé, il m'a dit, attends, tu as un petit gars là-bas? J'ai dit, Oui, ça fait ça. je connais personne. Il dit, oui, il dit, tu peux tout me dire, hein, tu sais? Tu peux dire, non, papa, il n'y a personne. Il dit, mais tu vas faire quoi en Inde? Est-ce qu'on peut venir te voir là-bas? Mais oui, j'étais décidée, là. Je suis un enfant têtu, malheureusement pour eux, là. Et donc, j'ai dit, oui, moi, je veux partir là-bas. Puis, en plus, je vantais le fait que la monnaie n'était pas super lourde. Donc, le franc CFA était... Exactement. Je dis, regardez, vous avez parlé de France et autres, là, ça va être cher. En Inde, là-bas, c'est facile. C'est vrai. Mais qui n'aime Est-ce pas que la économiser? qualité de l'enseignement elle était meilleure La qualité de l'enseignement, je dirais qu'elle est quand même pas mal bonne parce qu'on ne va pas se le cacher, là, les Indiens sont super intelligents. Oh oui, ils sont très avancés. Oui, ils sont très avancés. Exactement. Donc, oui, la qualité de l'enseignement était là-bas, mais c'est juste l'environnement de l'enseignement, l'environnement dans lequel tu es censé évoluer, apprendre l'environnement d'apprentissage est un peu difficile. Donc, moi, j'ai fait des cours en ligne. J'ai fait un peu ma tannante, là, pendant un certain moment. Désolée, papa, maman. Mais en tout cas, j'ai fait un peu ma tannante pendant un moment. Mais après, quand ça m'est revenu, j'ai repris mes études vraiment très, très, très au sérieux. J'ai fait mes cours en ligne, mes examens en ligne. Et puis bon, c'est ça que ça a été. C'est intéressant. Oui, définitivement. Ça a été une belle expérience. C'est sûr, parce que l'Inde, c'est quand même un pays très riche culturellement. Définitivement. Tu as dû en apprendre des choses là-bas. Pas vraiment. Et c'était un conseil que mon père m'avait donné que je n'ai pas vraiment écouté. Il m'a dit, tu vas dans un pays étranger, évite de rester avec la communauté que tu connais. Essaie d'explorer d'autres communautés. Ouais. Ce que je n'ai pas fait parce qu'on ne peut pas se mentir, c'était la première fois que je quittais mon pays d'origine. Et j'arrive là-bas, je rencontre une communauté ivoirienne, je vais rester avec eux. Je ne vais pas aller voir ailleurs. Donc, je suis vraiment restée avec la communauté ivoirienne. Je ne dirais pas que j'ai appris grand-chose. J'ai voyagé un peu là-bas. J'ai voyagé un peu, ça m'a permis de découvrir un peu les environnements qui sont là-bas. Et comme par exemple, je suis allée... C'est quoi cette ville-là? Je pense que c'est Pondichéry que ça s'appelle, il me semble. Ou est-ce que quand tu pars là-bas, c'est un peu comme si tu étais... Les villes, les quartiers et aussi les avenues, si je peux les appeler comme ça, ont des noms français. Puis j'ai appris, j'arrive à l'hôtel, la dame dit bonjour. Je dis bonjour. On ne parlait pas anglais ici, parlait français. Ouais, on parle français ici. Elle dit, ils ont été colonisés. Je pense que cette partie a été colonisée par des Français. J'ai appris quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, ça m'a permis d'apprendre des affaires, mais bon. Sinon, je suis restée vraiment avec ma communauté ivoirienne, malheureusement. Oui, c'est vraiment que c'est un phénomène qu'on observe même ici au Canada. Chacun reste avec sa communauté, c'est plus facile. Mais c'est vrai que quand tu évites les autres, tu passes à côté de plusieurs apprentissages. C'est vrai. Maintenant, après l'Inde, donc, est-ce que tu reviens en Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire? Okay. Je reviens en Côte d'Ivoire pour 1 année et demie. J'essaie de travailler parce que dès que je suis rentrée, ma mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait. En tout cas, de quoi ils ont parlé pendant mon dos, mes parents. Mais elle m'a dit, on n'a plus d'argent pour toi. T'es rendue vieille là maintenant. Il faut que tu cherches à travailler. Tu es devenue une jeune dame. Je dis, OK,
j'ai compris. Donc là, j'ai cherché un travail avec l'aide de mes parents. On déposait des CV par-ci, par-là. Et puis, j'ai été embauchée. J'ai travaillé d'abord dans une compagnie comme stagiaire, compagnie, à la CIE, compagnie d'électricité ivoirienne. J'ai travaillé là-bas. Et puis ensuite de ça, j'ai eu un appel pour une banque. Puis je suis allée travailler en banque. C'était un stage payé à ce moment-là. Mais veux pas, si j'étais restée un peu plus longtemps, on te demande de faire des preuves avant de te... Tout à fait. C'est exactement. Donc, mais pendant cette période de stage payé, là, j'ai eu à penser Projet Canada. Et puis bon, ça s'est fait. Donc j'ai fait 1 année et demie, je dirais, en Côte d'Ivoire. Et puis bon, après ça, je suis venue ici au Canada. Et donc, tu as atterri à Ottawa? À Ottawa. Alors, non, à Montréal. À Montréal, d'accord. À Montréal. Je suis arrivée à Montréal et puis ensuite de ça, ils sont venus me chercher. Les gens qui étaient censés passer me chercher sont passés me chercher pour Ottawa. Excellent. Et donc, là, c'est le parcours collégial, vas-y. Oui, avant de passer à ça, est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à penser à ce projet Canada? Comme je vous le disais à tous les deux, quand je suis rentrée, ma mère était comme, non, rien à entendre, non, tu vas travailler. Franchement, j'y pensais plus, mais j'ai un ami ici avec qui j'étais en Inde qui me disait comme ça, qui me parlait du Canada, et c'est un ami avec qui on avait gardé de bons rapports. Ma mère même le considérait un peu comme un fils et tout ça. Puis je lui disais, qu'il y a un tel il va venir, il vient du Canada, tout ça. Et puis je lui parlais, il vient à Abidjan, tout ça. Elle s'est assise, elle me regarde. Je pense quelques jours après, elle m'appelle, me dit, ton affaire de Canada là-haut, faut lui demander pour voir. Tu m'as bien dit que tu n'avais pas d'argent. Je ne sais pas les parents, mais en tout cas, elle a dit, mais tu m'as dit, elle a changé d'avis. Oui, c'est ça. Avec son ton ivoirien, il faut lui demander là-bas. Je dis, ok, d'accord, je vais lui demander, je lui demande des informations. Mais pour moi, j'ai encore ce syndrome, malheureusement, j'ai encore ce syndrome de l'imposteur, là, quand il vient le temps de parler en anglais. C'est pas que j'ai pas les mots, mais j'ai un peu de mal. Je comprends exactement qu'est-ce qu'on me dit, mais pour parler, là, je pense que ça vient d'une expérience un peu lointaine, mais pour parler, c'est un peu difficile. Donc moi, dans ma tête, Canada était anglais. Tout était en anglais. C'est l'Amérique. Exactement, c'est l'Amérique. Donc je me suis dit, allez étudier encore, allez chercher en anglais et tout ça. Tu vas me dire, oui, mais tu as été en Inde. Oui, je sais, mais bon, tu sais. Non. Surtout pour quelque chose qui me plaisait comme ça, comme relation publique. Et je parlais même, avant même de trouver le programme de relations publiques, je parlais avec mon ami. Et puis je lui disais, oui, je veux venir comme maman le veut, mais en fait, le côté anglais, il dit, mais tu peux aller à l'école en français. Je dis, quoi? Il dit, oui. Attends, je connais quelqu'un, j'ai mon cousin qui travaille au collège. En ce moment, son cousin travaillait au collège. Je te donne ses coordonnées et puis parle avec lui. Donc, le gars, il me dit, mais voilà, ici au collège, on parle en français. J'ai dit, les cours sont en français. J'ai dit, oui. Il dit, les profs, tout le monde parle en français ici. Je dis, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai embarqué pour le programme de relations publiques. Oui. Et donc là, c'est l'aventure collégiale qui commence en tant qu'étudiante. Donc, tu reprends les rangs de l'école encore une fois. Et là, c'est avec un fresh air, comme on dit, comme avec un nouveau souffle. Exactement. J'ai avec beaucoup beaucoup d'appréhension. Parce que c'est sûr, c'est un nouveau pays, tout est nouveau, tu viens dans une nouvelle école, qui est-ce que tu vas rencontrer dans ta salle de classe? Puis quand je suis arrivée dans ma salle de classe, c'était difficile de trouver, tu dois savoir ça, pour nous les étudiants internationaux, de trouver ta salle de classe. Oui. C'est vrai. Bâtiment D12, je sais plus. J'ai tellement demandé mon chemin, mon Dieu. En tout cas, j'ai trouvé ma salle et quand je suis rentrée, il y avait, je dirais, quelque chose comme 6 étudiants internationaux. Okay. Donc, je me suis dit, ça doit être quelque chose d'intéressant que les gens aiment aussi. Donc, bon, c'est sûr, quand tu rentres dans une salle, c'est instinctif. Tu vas vers qui te ressemble. Tout à fait. Donc, les Canadiens étaient d'un bord, les Maghrébins aussi étaient d'un bord, les Noirs étaient d'un bord. Donc, ça faisait des petits clans bizarres, là. Mais en tout cas, on était tous dans la même salle. Des mini-ghettos qui se créent. C'est bien dit ça. C'est bien dit ça. Donc oui, c'était ça. Mais ça n'a pas duré longtemps, le fait qu'on soit aussi nombreux, même si c'était aussi nombreux dans la salle de classe, parce que avant même la fin de la première session, il y avait beaucoup qui avaient quitté. D'accord. Ils avaient quitté parce que... Et je pense que c'est quelque chose que vous voulez aborder aussi, les différents programmes d'études, il me semble. Ils ont quitté juste pour aller en administration des affaires ou bien service de l'éducation à l'enfance, quelque chose comme ça. D'accord. Parce que pour eux, relations publiques, c'était difficile. Et moi, je trouvais ça frustrant. Parce que je me dis, si tu as choisi ça depuis là-bas, c'est parce que tu sentais quelque chose. Tout à fait. Pourquoi
du jour au lendemain, tu lâches parce que c'est difficile. Je ne dirais pas que c'était facile. Hein. C'était difficile, le programme de relations publiques. Souvent, tu travailles très fort. Je ne sais plus le nom de la matière, là, mais tu vas travailler tellement fort, tu te dis, oui, je l'ai. Tu vas déposer ta feuille, mais ta note, elle va pas avec le travail que tu as fait. Puis tu te dis, mais est-ce que je suis nulle? Est-ce que? Mais non, il fallait que tu travailles un peu plus pour prouver que tu avais le droit d'être là. C'est ça. C'est vrai. Mais tu as abordé un point très important, Claude, c'est justement l'orientation. Donc là, certainement, cet épisode, il sera regardé par plusieurs personnes qui ont un projet de venir étudier ici en tant qu'étudiants internationaux ou en tant que résident permanent aussi. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire comme étude? C'est quoi le programme que je vais choisir? Et donc là, au fait, il y a 2 cas de figure. Il y a les personnes qui n'ont encore jamais fait d'études supérieures, donc ils ont 18-20 ans, et ils vont commencer. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même droit à l'erreur, dans le sens où tu commences un programme. Comme puis, moi, en droit. Voilà, exactement. Tu fais tes 2 ans, 3 ans. Si ça te plaît pas, tu refais un autre. Et puis, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, parce que ce qui est génial ici, c'est qu'il n'y a pas de deadline. On n'a pas de date d'expiration d'âge. Pour les études, parce qu'au Maroc, après 25 ans, normalement, tu es censé avoir fini tes études et avoir commencé le parcours, du travail, du monde adulte, parce qu'il y a une grosse pression sociale. Cette pression sociale, elle n'existe pas ici. Je ne sais pas si tu as vécu la même chose ou pas. Non, du tout. C'est ça. Donc, il n'y a pas une grosse pression sociale. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit c'est des gens qui ont déjà, qui n'ont pas encore fait d'études, et là, je ne pense pas que ça pose problème. Et les autres qui ont déjà eu une carrière, ils ont déjà travaillé, ils ont, je ne sais pas moi, 10, 5, 15 ans d'expérience. Et là, quand ils viennent ici, ils veulent refaire des études. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais comme programme? C'est tellement... moi, pour répondre à cette question, j'aurais 3 avenues. La première avenue concerne ce que tu as dit par rapport à ceux qui n'ont jamais fait d'études supérieures. 18-19 ans. Même encore à ce niveau-là, pour moi, il y a 2 cas de figure dans ce bassin-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes de 18-19 ans qui savent exactement ce qu'ils ont envie de faire. Oui, il y en a d'autres qui ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Mais à ces jeunes-là, et ça, c'est quelque chose qu'une coach m'a dit pendant une émission qui m'a fait réfléchir, elle dit tout le temps, rappelez-vous qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. Moi, je me souviens très bien que quand on me disait, Claude Andrea, va te doucher, j'étais dans la douche là-bas, je prenais le dentifrice ou je sais pas, n'importe quoi là, puis je parlais moi seule, comme devant le miroir. Ça te donne une perspective, même si tu sais pas exactement ce que c'est, mais ça te donne déjà une idée de qu'est-ce que tu es censé faire. Et je pense que je l'ai partagé dans une de mes vidéos sur YouTube où est-ce que je disais, est-ce que quand tu étais enfant, si tu aimais, par exemple, je sais pas moi, organiser les fêtes d'anniversaire de tes amis ou peu importe, ça veut dire que peut-être tu es appelé à être dans l'événementiel. Je sais pas, je dis n'importe quoi comme ça. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est bon, c'est pas grave. Et comme tu viens de le dire, Leïla, tu peux te tromper. Moi, j'ai fait 3 ans à me mourir dans un programme que je n'aimais pas, le droit. C'était pas mon appel. J'ai trouvé une issue de secours. Donc, toujours se rappeler que forcément, tu auras ton issue de secours. Tout à fait. Deuxièmement, pour ceux qui savent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, parfait. Il faut aussi que vous ayez l'aval de vos parents. Parce que malheureusement, et ça c'est un peu partout, les parents jouent la sécurité. Et en 2023, je pense pas que la sécurité soit le meilleur moyen pour un enfant de réussir. Il y a tellement d'opportunités. Un jeune homme peut se mettre dans sa chambre, avoir un podcast, le gars va se faire des millions. Je te jure. Il va se faire des millions, ou même un TikTok. Il va se faire des millions. Je ne dis pas que c'est pas bon d'avoir des diplômes, mais je me dis, à côté de ça, les jeunes d'aujourd'hui là ont beaucoup plus de créativité qu'autre chose. Et la créativité, elle paye plus que même ceux qui vont à l'école, qui ont des diplômes. La créativité paye. C'est sûr que ça peut prendre du temps, mais ça paye quand tu as la bonne stratégie. Et le deuxième volet que tu évoquais, c'est le volet des personnes qui sont en, on va dire, reconstruction professionnelle, je vais appeler ça comme ça. Quand eux, ils arrivent ici, ils ont 2 choix. Soit de continuer dans ce dans quoi ils étaient, ou bien de redonner un sens à une carrière. Je connais beaucoup de personnes qui sont arrivées ici, qui ont changé carrément qu'elles faisaient dans leur pays, parce qu'elles se sentaient plus vives peut-être là-dedans. Ou bien lorsque tu arrives au Canada, ben, tu vois qu'il y a beaucoup plus de choix, en fait. C'est ça. Alors que chez nous, il ne faudrait pas qu'on se mente là. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que
je vais parler pour les Africains noirs en particulier, lorsqu'ils quittent leur pays d'origine pour venir ici au Canada, ils se lancent toujours en administration des affaires. Ouais. Tout ce qui est administratif. Mais c'est le cas pour la majorité des étudiants internationaux. C'est ça. Et pour moi, c'est frustrant. Pourquoi tu te lances en administration des affaires? Parce que dans le mindset, déjà, dans nos pays d'origine, travailler dans un bureau, tu as réussi ta vie. Ouais. Tu travailles en administration, tu as réussi ta vie. C'est vrai. Alors qu'ici, oui, c'est bon de travailler en administration, tu as une certaine sécurité, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux aller travailler dans les métiers, je sais pas. Là-bas, travailler dans les métiers, c'est vu comme des sous-métiers. Comme c'est dégradant. C'est ça. Ouais. Alors qu'ici, là, c'est pas dégradant du tout. Non, être plombier, c'est... tu te fais de l'argent. Même être conducteur sur la route, les camionneurs, là, ben, ils se font des sous. Mais oui. Si moi-même, je pouvais faire ça, là, même là, je laissais la télé tout de Carrure. suite. Exactement. J'allais me muscler, là. Mais sérieusement, tout ça Ouais. pour Ou dire alors qu'il y a... pâtissier. Exactement, Ouais. exactement. Et il y a tellement de programmes ici pour encourager les entrepreneurs, ce genre de trucs-là. Je ne dis pas tout de suite de venir et puis bon, aujourd'hui je deviens entrepreneur, j'arrive au Canada. Non, tu as une stratégie pour arriver à ça, mais au moins il faut avoir un diplôme. Et la troisième et dernière catégorie que moi je voulais évoquer, c'est des gens comme moi qui arrivent peut-être, qui ont déjà fait des études, qui arrivent ici à 25 ans ou à 26 ans et tu sais que quelque part, tu as envie de tenter le diable, comme on le dit. Faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un dans ma lignée là, qui est diplômé en relations publiques. Ouais. Non. Je suis la première à être diplômée en relations publiques parce que j'ai osé faire ça. J'aurais pu dire c'est difficile pour moi. Ça a été difficile pour vrai. Je vais pas mentir, là, ça a été difficile. Oui, j'aimais ça. C'était passionnant, mais c'était difficile. Souvent, ça devenait un peu frustrant parce que tu te dis, toi, tu as 25 ans, 26 ans. Je pense que j'étais peut-être l'une des plus vieilles de ma classe, là, parce qu'on sait, eux, ici, après le cégep, ils vont aller au collège, après aller à l'université ou bien l'inverse. Mais moi, j'arrive là, vieille comme je suis, là, je suis dans la classe. Puis tu vois, tu reçois des notes bizarres alors que eux, les notes sont correctes. Tu te sens, est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que il y a toute cette frustration-là qui monte au-dedans de toi? Et ça, je l'ai vécu, j'ai jamais voilà, je le partage avec j'ai jamais dit ça. Mais oui, c'était frustrant. C'était frustrant pour moi. Ça arrivait des moments où je pleurais, je me demandais est-ce que j'étais sur la bonne voie. Mais j'ai jamais lâché parce que je me suis dit, je me suis engagée là. Moi, je suis tête de mule. Là. Je me suis engagée, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Et puis voilà, qu'est-ce que ça a donné, heureusement pour moi. Ben oui. Ouais. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a une autre catégorie qu'on n'a pas évoquée, c'est... Il y a bien sûr des étudiants internationaux qui viennent étudier à la Cité pour pouvoir faire leur papier par la suite. Donc, ils cherchent... Ils se disent entre eux, c'est quoi le programme le plus facile? Ah, administration d'affaires. Ouais. Sauf que parfois, c'est pas vraiment la bonne. Ouais. Ça dépend, mais c'est pas la bonne approche. Je pense que tu as raison, il faut juste... tu vas gaspiller 2 ans de ta vie, tu vas gaspiller de l'argent. Moi, faire quelque chose que tu peux pas. Mais en fait, le point que tu as évoqué, il match un petit peu avec ce que a dit Claude, dans le sens où beaucoup d'étudiants, il y a une grosse proportion, ils viennent ici, ils s'en foutent au fait de leur conversion professionnelle, ils s'en foutent de la carrière. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est juste d'avoir ma sécurité avec l'immigration. Je vais avoir les papiers. Le meilleur raccourci pour moi, c'est d'être un étudiant international. Ouais. C'est bien, c'est légitime, il n'y a pas de problème avec ça. Le seul truc, c'est, comme tu dis, tu vas dépenser de l'argent. C'est quand même assez conséquent comme ce qu'on paye. Hein. Ouais. C'est très cher. Très, très cher. Très cher. Tu vas dépenser 2 ans de ta vie. Autant faire quelque chose qui te plaît. Et chaque personne a une orientation quelconque. N'importe laquelle. Mais chaque personne a une orientation. Aujourd'hui, les étudiants, ils vont tous, comme tu dis, jouer la sécurité et aller vers l'administration des affaires ou l'administration en général pour la sécurité. Alors que dans une classe en administration, tu as un très bon plombier, un super policier, un très bon pâtissier, une infirmière géniale, informatique. C'est vraiment comme dans une seule classe, tu te dis, non, mais cet étudiant-là, il aurait été meilleur dans tel et tel programme. Et tant que tu payes de l'argent, va faire ce que tu veux. Fais. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui me posent la question. Je leur dis, hey, tu as eu une chance dans ton pays, ça n'a pas marché. Là, tu as une deuxième chance. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Ne gâche pas cette deuxième chance. Fais quelque chose qui te plaît vraiment. Mais c'est ça, parce que c'est génial de travailler dans ce que tu veux, dans ce que tu aimes, right? Oui. Je suis très d'accord avec toi et en même temps, je suppose qu'on est sur la même longueur d'onde. On ne veut pas pousser les gens à
ne pas jouer la sécurité. Comme tu l'as dit, c'est bien correct de jouer la sécurité. C'est important parce que tout le monde vient ici avec un plan. Imagine qu'on te dit, bon, OK, j'ai tel budget pour toi. Tu veux vite avoir qu'est-ce que tu es venu avoir, comme par exemple avoir tes papiers pour passer à autre chose. Je suis OK avec ça. Et j'aime bien dire que, surtout pour les personnes canadiennes qui sont ici, que tous les étudiants internationaux qui viennent ici ne viennent pas de pays en guerre. Ils ne viennent pas de familles pauvres. Il y en a qui sont ici, là, qui sont des enfants de personnes très, très, très riches. Exactement. Ouais, on n'est pas tous pareils. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Il y en a qui viennent ici, là. Bon, on sait que papa a l'argent, maman a l'argent, donc je m'en fous, je ne vais pas à l'école. Je m'en fous, je fais comme si. Je m'en fous, je change de programme. Je m'en fous, je fais comme ça. Il y en a qui n'ont pas cette facilité-là de se dire, OK, je vais m'asseoir, ou même ne même pas travailler. Parce qu'en même temps, il y a des étudiants internationaux qui sont obligés de travailler parce que tu dois subvenir à tes besoins, ce genre de... Ou bien tu te dis, je dois aider au moins, soulager mes parents. Et moi, c'était un cheval de bataille pour moi. Je voulais vraiment soulager mes parents, surtout quand on m'a dit, t'es vieille, puis maintenant tu me dis, viens au Canada, comme je voulais, j'étais un peu orgueilleuse. Là. Je voulais leur montrer que, écoutez, moi, je peux me débrouiller. Ça n'a pas été facile, hein? Non. Ça n'a pas été facile. Mais tu t'en es très bien sortie. Merci. Mais c'est pas avec ces $13 de l'heure, $14 de l'heure que tu vas te payer ton loyer. C'est impossible. C'est ça. Donc, j'ai compris vite la vie que, hey, ma chère, sois humble. Laisse-les t'aider juste au moment que... Mais donc, je comprends quand des personnes veulent jouer la sécurité. Mais moi, je veux plutôt m'adresser à des personnes qui sont très, très, très conscientes qu'elles ont un potentiel. Un potentiel qui ne rentre pas dans la case que la société a déjà prédestiné ou déjà prédéfini, je dirais, pour tout le monde. C'est-à-dire, tu finis tes études, tu vas aller en administration, tu vas travailler dans un bureau. Ici, au Canada, c'est ça. Hein. Quand ils arrivent, les étudiants internationaux, tu termines en administration des affaires. Ils vont aller travailler dans une banque dont je tairai le nom. Ils vont aller travailler dans cette banque-là. Ils vont aller s'asseoir là-bas. Bon, en tout cas, j'ai réussi ma vie. Ou bien aller travailler au gouvernement. Ça, c'est ça, là. Tu as gagné ta vie, là. Tu travailles au gouvernement. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une très, très, très bonne chose si vous pensez que la sécurité pour vous, c'est bon. Mais n'oubliez pas qu'arrivé un moment, si vous êtes appelé à déposer quelque chose, c'est-à-dire un potentiel que moi, je crois beaucoup en Dieu. Un potentiel que Dieu a déposé en vous, peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par vous chicoter à la face. Vous avez besoin de faire sortir ce que ce que Dieu a déposé en vous, en fait, pour que cela puisse sortir. Pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est sûr que quand on parle de sortir des sentiers battus, tu n'as pas de sécurité. Tu ne sais pas exactement où est-ce que tu t'en vas. Tu ne sais pas exactement quelle est la prochaine étape. Mais souvent, c'est ça aussi de faire confiance à l'inconnu. Et moi, j'ai vécu comme ça beaucoup. Beaucoup. Parce que le domaine des médias, là, ben, écoute, il y en a beaucoup d'animatrices, hein, il y a beaucoup de conférencières, hein, il y a beaucoup de tel. On est nombreux. On est nombreux, mais je me dis, chacun a sa chance. Et quand tu marches dans ce que tu es appelé à faire, veux pas, les personnes qui sont censées connecter avec toi, elles vont connecter avec toi. Avant de passer, Claude, à justement comment est-ce que tu t'es fait ta place dans le marché, j'aimerais revenir un petit peu à ta réalité en tant qu'étudiante internationale. Quels étaient les obstacles que tu as vécus? La solitude. OK. On va commencer par ça, la solitude. Pour moi, c'était important de trouver ma place. Et quand je dis trouver ma place, c'était à l'école. J'ai vu qu'il y avait, ils cherchaient au secteur international, non, même pas au secteur international, je pense que c'est les gens du registraire qui cherchaient des bénévoles pour les journées d'accueil, merci. Et donc, moi, j'ai postulé 1 fois, 2 fois, puis veux pas, là, je suis très avenante, très allumée. Donc, je pense que des gens sont allés faire, les gens de mon groupe que je devais accompagner sont allés faire des rapports à une des personnes qui m'avaient embauchée. Et puis, bon, mon nom est resté dans la tête des gens là-bas. Fait qu'ils m'ont rappelé pour une 2e journée d'orientation. Et puis, après ça, je pense que c'est la dame de la journée qui m'avait embauchée, m'a dit, écoute, il y a le lien du collège La Cité, il y a souvent des offres d'emploi, même pour des étudiants. J'ai dit, ah oui, et puis elle me l'a passé. Et c'est pour ça que je dis tout le temps de ne pas toujours rester dans son coin. Oui. Essayez. Parce qu'à cause du fait que j'ai travaillé comme bénévole, elle m'a donné un lien qui m'a permis de passer un entretien pour avoir un travail au secteur international. C'est comme ça que moi, tout est parti. Et oui, quand tu parles de ma vie ici au Canada comme étudiant international, à l'école, c'était parfait. Parce que je finissais l'école, les cours, j'avais mon travail, j'allais au secteur international, j'avais ma famille là. Le secteur international, c'était vraiment une famille. Mais quand tu rentres à la maison, t'es seul.
Je suis vraiment seule. Pendant les temps des fêtes. Pendant le temps des fêtes, heureusement que j'avais ma petite famille ici, comme mon ami qui était là. Donc, on avait notre petit cocon. Mais à part de ça, là, ben, chacun est chez lui, là. Chacun est chez lui, c'est difficile la solitude. Et puis, avec le décalage horaire, c'est pas tout le temps que tu vas appeler les gens. Là. Il fait nuit, ils dorment là. Tu peux pas les appeler pour jaser. Non, ils vont t'envoyer balader là. Donc, écoute, c'était assez difficile pour moi la solitude, mais il faut toujours trouver, je dirais, des bonnes personnes. Des bonnes personnes avec qui tu vas traîner. Avec qui tu vas traîner. Et puis, je pense que ça peut être bon. Surtout qu'on a toujours des petites communautés qui font des activités. Il y a une expression que j'ai entendue à la convention, là où on est parti à Toronto, Yacine et moi, et puis ils ont dit « tu es la moyenne de ta fréquentation ». C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Mais c'était un bon reminder, un bon rappel. Et c'est là, au fait, j'ai fait j'ai fait le calcul mental. Avec qui je traîne, moi. Pour calculer c'est quoi ma moyenne. C'est très important aussi. C'est important parce que ce sont ces énergies-là qui t'entourent, qui t'affectent au fait et qui font que soit ça va te rabaisser, soit ça va te pousser vers le haut. C'est vrai, totalement. Il y a un autre point que tu as mentionné tout à l'heure, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu as déjà senti... tu as déjà senti du racisme, on va dire ça comme ça, dans le sens où, tu sais, comme les gens, ils ont peut-être jugé, ils t'ont jugé par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ton origine ou autre. Pas pendant que j'étais aux études, et je pense que c'était en début de cette année que, pour la première fois, j'avais vécu une micro-agression. Okay. Sinon, au départ, j'avais jamais vraiment vécu je dirais pas que j'ai déjà vécu du racisme ici. Je n'ai jamais été vraiment confrontée à ça. Donc, c'est seulement en 2023, là, après 7 ans, c'est seulement en 2023 que j'ai vécu une micro-agression. Mais quand je dis, c'était vraiment comme... C'était sévère. C'était là. C'était vraiment, exactement. C'était des questions qui étaient comme dans le genre... comment ça se fait que tu parles si bien français? Pardon? Pardon? Là, mon sang ivoirien, là, a fait un tour, là. Je commençais à lui répondre d'une manière, là. Mais en tout cas, à part de ça, j'ai jamais vraiment... Je suis chanceuse. Je dirais que je suis chanceuse. J'ai jamais vraiment vécu quelque chose. Moi, je pense pas que tu es chanceuse. Je pense que c'est plus ton énergie aussi qui a fait que... Au fait, voici moi ce que j'ai vécu comme situation. Okay. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui me rencontrent, tu sais, comme c'est des musulmanes, par exemple, qui portent le foulard, ou c'est des personnes qui sont de couleur noire, pardon, qui ont beaucoup d'appréhension, et qui ont beaucoup de, tu sais, comme ils sont dans un... comment je vais dire, dans le qui-vive, dès qu'ils voient une personne, ils vont dire « Ah ouais, t'as vu comment il me regarde? T'as vu le regard qu'il me fait? C'est parce que c'est à cause de mon foulard, c'est parce que je m'appelle Fatima, c'est parce que je suis, ma peau est foncée. » Tu sais, comme ils sont dans cette appréhension-là. Et d'autres personnes qui, pas du tout. Moi, par exemple, moi, dans ma situation, je suis pareille que toi. Et un jour, je parlais avec ma collègue au téléphone qui partageait mon bureau pendant 2 ans, je pense, ou 2 ans et demi. Et là, elle me dit, Leïla, je veux te poser une question. Toi, tu portes le foulard? Ça fait 2 ans et demi qu'on se voit tous les matins. Ben là... Elle me dit, mais j'ai jamais fait attention. Elle me dit, j'ai jamais fait attention parce que tout simplement, tu en fais pas un plan. Au fait, tu vois, il n'est pas visible dans le sens où je ne le montre pas comme étant quelque chose qui va me distinguer de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose aussi pour les personnes, tu sais, comme pour les Africains, pour les personnes de couleur noire, ou pour les personnes qui sont de minorité visible. Tu as 2 cas de figure. Soit tu viens avec l'idée en tête qu'on va te juger, et ça, là, certainement, tu vas vivre des situations de racisme. Je peux te le confirmer, signer. Tu vas vivre des situations de racisme. Parce qu'effectivement, tu es dans cette posture de... Je suis prêt. Je suis prêt, c'est ça. Je suis prêt à me défendre. D'autres personnes qui disent pourquoi je vais vivre ça à la base? Pourquoi on est différents, nous? Moi, je vois pas qu'on est différents. On est pareil. Comme tu dis, on attire que ce qu'on est. On le dit souvent, on attire ce qu'on pense et ce genre de trucs-là. Et ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que moi, j'ai été dans ce cas de figure-là où est-ce que... C'était pendant la COVID, en fait. C'était pendant la COVID, j'étais dans le métro, dans le train. On a le train ici, pas le métro. C'est ça, on a le train. Donc, j'étais dans le train ici. Et puis, quand je suis montée, je me suis assise en face d'une dame. Dès que je me suis assise,
peut-être une minute, moins d'une minute à se lever. Puis dès qu'elle se levait, je me suis dit, oh, est-ce que c'est parce que je suis noire? C'est tout de suite ça la pensée qui m'est venue. Je dis, mais non. Puis après, je me dis, mais attends, peut-être. Et elle s'est levée, c'est juste parce que la dame descendait au prochain arrêt. Tout simplement. Je me suis sentie tellement bête. Ouais. Je me suis dit, OK, tu vois, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis depuis lors, là, ça s'est passé en 2000, je pense, début 2021. Puis depuis lors, je me suis dit, t'as jamais pensé comme ça, pourquoi tu commences à faire ça? Puis ça, c'est jamais venu à mon esprit, là. Puis moi, les gens qui ont des attitudes un peu, peut-être, qui font des micro-agressions aux autres, ce genre de trucs-là, je les trouve tellement bas. Je les trouve tellement petit que j'ai pas le temps de rentrer dans cette bassesse-là. En fait, je prends beaucoup de hauteur par rapport à ça, mais heureusement que j'en ai jamais vécu. Seulement en 2023 avec ce monsieur. Ouais. Mais je pense que Mais je lui ai remonté les bretelles. Il fera plus ça. Il fera plus ça. Non. C'est vrai qu'on entend qu'on entend beaucoup de racisme systématique et systémique, je pense. Et c'est vrai qu'au Canada, tu le sens pas. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, mais on le sent pas dans la vie courante. C'est vrai. Quotidienne. Je suis très d'accord avec toi. Après, chacun sa réalité. Hein. C'est pour ça que je trouvais intéressant ce que Claude disait, parce que je connais aussi d'autres personnes qui disent non, nous, on vit le racisme systémique. Comme on l'a vraiment vécu. Et oui, le Canada est un pays raciste, où il y a du racisme. Tu sais. Donc voilà. Donc après, tu as dit que le parcours étudiante, c'est quand même pas mal bien passé. Oui, ça s'est quand même pas mal bien passé. Écoute, j'ai terminé haut la main, j'étais vraiment contente avec mon diplôme, puis maintenant, la bonne phase, c'est trouver un emploi. C'est ça. C'était facile à trouver un premier job? Je ne l'ai pas cherché. Il était à moi. Okay. Pourquoi? C'était même pas à la télé en plus. Hein. C'était en ce moment au secteur international. Je travaillais déjà là-bas. Et puis quand j'ai gradué, avant ma graduation, je pense que j'avais vu une offre d'emploi. Je me suis dit, je suis déjà là. Pourquoi ne pas postuler? Puis j'ai postulé et puis ils m'ont gardé. Mais à vrai dire, entre vous et moi, et puis je vais le dire, je vous aime, les gens de la cité. J'ai aimé travailler là-bas. Mais c'était un peu revenir un peu dans le mood de qu'est-ce que j'avais vécu en Côte d'Ivoire, travailler dans un bureau, à m'asseoir, à faire des... Puis je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et puis en plus de ça, avant de graduer, il a fallu que je fasse mon stage. Et mon stage, je l'ai fait à TV Rogers. Et donc, ça avait rallumé la petite flamme là, de moi avec un micro, ce genre d'affaires-là. Puis quand je suis repartie, j'ai eu le poste à la cité. Je travaillais, je survivais. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais faire. Donc, moi, mes projets, j'avais ce projet-là de créer une émission pour la communauté internationale que j'allais demander à Rogers de faire pour moi. Puis, c'était un projet que j'allais leur présenter. C'était dans mes plans. Puis, un bon matin, je reçois un courriel de ce fameux producteur de cette émission, comme quoi l'animatrice que tu as vue, elle quitte et on te veut. Je dis, on me veut comment? Ça veut dire quoi? Pour remplacer la malade. Je dis, hein? La dame que j'ai vue là, moi, la remplacer? Non, ça se peut pas. Puis je lui ai dit, je sais pas comment ça va fonctionner parce que j'ai un emploi en ce moment. Donc j'ai appelé une personne qu'on connaît puis du collège La Cité. Je l'ai appelée tout en panique. Les gens de Rogers m'appellent. Puis elle a dit, si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire, tu le sens, vas-y. T'occupe pas de ça, donne ton préavis et puis vas-y. Puis c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Donc j'ai vraiment pas cherché de travail après. Et du jour au lendemain, tu t'es convertie en animatrice. En animatrice. Wow. En animatrice, oui. C'était vrai. Je te dis, Leïla, moi, j'ai vu la main de Dieu m'accompagner depuis mon arrivée au Canada jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été back to back. C'est comme des petits miracles qui t'emmènent à quelque chose d'autre. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver après. Donc, faut vraiment... C'est pour ça que je dis, c'est vrai, jouer la sécurité, c'est très bon. Mais souvent aussi, quand tu t'abandonnes au plan divin, il y a des merveilles qui t'attendent sur le chemin. Et c'est ça que j'ai vécu. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et donc là, on te recrute en tant qu'animatrice. C'était pour une émission, c'est ça? Pour une émission. Ça s'appelait comment? Entre nous. Entre nous. À l'époque. C'était quoi C'est une chanson là. Chimène Badi. Oui, c'était quoi le concept? Le concept, voilà. Oui, je dirais que la télé communautaire d'Ottawa avec Rogers, en fait, essaie de mettre en valeur tout ce qui
est francophone. On parle de monsieur, madame, tout le monde. On parle de donner la place aux personnalités politiques. Par exemple, pendant la COVID, on avait beaucoup d'interactions avec les conseillers municipaux, les maires et autres. On parle de... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment donner la visibilité à tout ce qui est francophone. Entreprises, organismes, personnes, monsieur, madame, tout le monde, comme j'ai dit, personnalités politiques, entrepreneurs. On donnait la place à tout le monde. Donc, il fallait pour nous, la mission, c'était que les personnes francophones d'Ottawa soient informées de qu'est-ce qui se passe pour eux en français. Donc, c'est pour ça que, voilà, l'émission, elle a toujours existé, parce qu'elle existe plus. Ah, elle n'existe plus, ok. Entre nous. Ouais. C'est ça. C'est pas entre nous, là. Ça Non, n'existe plus. Ça existe plus, ça existe plus. C'est public. Ouais. Ok, donc, d'accord. Donc, et là tu animes une nouvelle émission. Une nouvelle émission qui s'appelle Tout savoir. Je dirais que le concept est un tout petit peu similaire à Entre nous, seulement qu'on essaie de sortir un peu plus du studio et puis avoir de nouveaux visages aussi, avoir de nouvelles personnes pour parler de nouveaux sujets, ce genre de trucs-là. C'est vraiment génial, au fait, de donner la parole à la communauté francophone. Est-ce que toi qui travailles maintenant vraiment dans le bain de la francophonie, non seulement dans ton travail, mais aussi dans tes autres activités, qu'on va aborder également, est-ce que tu trouves vraiment qu'il y a une francophonie ici à Ottawa? J'étais étonnée même de la découvrir. Oui, hein. Déjà, à la cité, on sait qu'on parle en français et tu as une communauté là-bas, mais de sortir, en fait... TV Rogers m'a montré à quel point la communauté francophone d'Ottawa, elle est vivante, elle est forte et elle est résiliente. C'est ça que j'ai pu constater. Et mon déclic, en fait, comme franco-ontarienne, a été fait le 1er décembre 2018, parce que, comme on le sait, il y a eu les coupures avec le gouvernement de Ford. Et quand ça s'est fait, on était en pleine rencontre, et puis je voyais l'équipe là qui était un peu... Oui, mais il y a une annonce comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va couvrir l'événement. Puis le producteur était, oui, on est capable de le faire. Moi, j'étais assise, je les regardais, je venais à peine de commencer, je commençais en septembre, là. Moi, je suis juste assise, il dit, oui, Claude va le faire. Je le regarde, je dis, mais attends. Monsieur, tu parles pas pour moi, là. Et quoi? Couvrir un événement comme ça? Non, moi, je peux pas. Non. Puis il a dit, non, on va se préparer et tout ça. Et quand on est allé à cet événement-là, je vous dis à tous les deux, là, j'ai eu des frissons. De voir des gens qui parlent français, qui défendent la langue française, sortir à ce point. Il y avait des milliers de personnes qui étaient devant l'hôtel de ville. J'étais comme, c'est quoi ça? Pour le français, j'étais excitée comme une puce. J'ai dit, là, une langue que je parle depuis que je suis toute petite, là, mais de voir des gens qui la défendent, là, comme ça, je me suis dit, non, ça, c'est ma communauté, ça. Les Anglais, de côté, c'est ma communauté. Les Français sont ma communauté, les francophones sont ma communauté. Et oui, définitivement, avec mon travail, avec le fait que je rencontre beaucoup de personnes franco-ontariennes, en fait, j'ai pu embrasser ce que c'est que cette culture-là et puis cette résilience-là aussi de la communauté francophone d'Ottawa. Et donc là, tu t'es retrouvée, comme tu dis, dans la francophonie. Non seulement aujourd'hui, moi je te connais, oui, certes tu es journaliste, animatrice, mais tu es aussi animatrice de conférences, animatrice d'événements. Moi de mon côté, je fais du bénévolat un peu avec la communauté franco-ontarienne et tu es toujours là, en fait. Tu es toujours là, tu animes les événements de pratiquement la majorité des événements franco-ontariens, les grands événements. Donc, moi, je veux savoir. Allez, là, on est entre nous. Okay. Ah, regarde, entre nous. Oui, vas-y. Comment tu as fait pour en arriver là? C'est quoi ton secret? La grâce divine. Je vous dis, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. La seule fois où j'ai pris mes 2 mains pour écrire un courriel pour dire, écoutez, je suis intéressée à animer votre événement, ça s'est fait une fois dans ma vie. Okay. Sauf que tous les événements que vous voyez, conférences, animations, j'ai jamais demandé ça. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Peut-être parce qu'ils aiment ma manière de fonctionner, ils aiment mon potentiel, ils aiment, je sais pas. Mais c'est toujours eux qui sont venus vers moi. J'ai jamais vraiment cogné à la porte de quelqu'un. Écoutez, j'ai envie d'animer et tout ça. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis juste bénie, en fait. Je vais pas chercher. Et je pense que c'est quelque part ça qui fait ma force. Parce que quand tu es toujours en train de courir derrière un objectif, c'est parce que tu recherches plutôt le titre. Et moi, je ne suis pas après les titres. Je suis après l'expérience. Je suis après qu'est-ce que je peux... qu'est-ce qui va me nourrir. Il y a des personnes à qui j'ai pu dire non parce que la cause que vous voulez, je ne sais pas, l'événement, je ne sais plus quoi, ne me rejoint pas, malheureusement. Donc, je me permets de dire non.
mais j'ai pas vraiment de sauce secrète et tout ça. Et le fait que je travaille à TV Rogers, je dirais que ça m'a ouvert énormément de portes. D'accord. Énormément de portes parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je pouvais rencontrer monsieur, madame, tout le monde. Je parle avec le maire d'Ottawa aujourd'hui. Demain, je suis en train de parler avec l'entrepreneur d'ici. Après, je parle avec, je sais pas, monsieur, madame, tout le monde là-bas, monsieur, madame, tout le monde là. Tu sais pas c'est quoi son carnet d'adresse. Tu sais pas. Donc, j'ai rencontré tellement de personnes aujourd'hui que je me suis dit, waouh. Et c'est ces personnes-là qui font ma promotion. C'est ces personnes-là qui parlent de moi. Ouais. Pas parce qu'ils connaissent l'animatrice Claude Andrea, mais ils connaissent la personne quand ils viennent me rencontrer là-bas. Et je pense que c'est ça qui permet à ce que je sois, comme tu as dit, partout dans les événements. Là. Sinon, pour vrai, j'ai jamais vraiment demandé. J'ai jamais vraiment demandé d'animer quoi que ce soit. Non, c'est vrai, parce que moi, j'adore quand tu... aux événements auxquels moi j'avais assisté, et c'est quelque chose qui est resté quand même dans ma tête, c'est que tu te présentais, que tu t'identifiais, tu disais, moi, je suis une fière franco-ontarienne. Et pour moi, de dire ça à une Ivoirienne qui dit ça, tu sais, ça fait tout bizarre. qui vient en tant qu'étudiante internationale et qui vient aujourd'hui et qui s'identifie comme étant une franco-ontarienne, je trouve ça fort. Parce que ça veut dire que tu as trouvé quand même un sens d'appartenance à un endroit, mais que tu es allé le chercher aussi. Hein. Tu le dis tellement bien là, le sens d'appartenance. Et souvent, il y a le fait que toi, tu décides d'appartenir à une communauté. Et il y a aussi le fait que cette communauté-là, déjà, sans que tu aies rien demandé, t'accueille les bras ouverts. Et je pense que c'est ça que j'ai vécu avec la communauté franco-ontarienne. Premièrement, comme je vous l'expliquais, décembre 2018, j'ai eu mon déclic avec tout ce qui s'est passé avec les coupures et tout ça, et que les francophones d'un peu partout en Ontario se lèvent pour défendre leurs droits. C'est là que j'ai compris que, il y a quelque chose à défendre ici. Déjà, même que j'étais en train de struggle avec mon anglais, j'ai trouvé ma porte de sortie. J'ai trouvé ma porte de sortie pour aller... je travaillais en plus dans cette communauté-là. Et deuxièmement, ce qui m'a vraiment fait à créer ce sens d'appartenance un peu plus poussé en moi, c'est le prix Bernard Grand-Mère 2020, nouvel arrivant de l'année. Ça, sincèrement, ça a vraiment comme... Je me suis dit, je suis adoptée, moi. Je suis adoptée, c'est terminé, parce que je venais à peine de commencer dans les médias. Et donc, du jour au lendemain, comme ça, de te faire reconnaître. Et ça m'a permis d'avoir une visibilité à laquelle je n'étais pas préparée. J'étais vraiment pas préparée à ça. Et donc, quand j'ai ce prix-là qui est décerné par un organisme comme l'ACFO, tu te rends compte que, tu es vu, tu es accepté. C'est ça qui m'a... Tu es adopté. Tu es adopté. C'est ça qui m'a dit, OK... J'ai ma place ici. Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est définitif là que je me définis comme une fière franco-ontarienne. Pourquoi? Parce que je vois les valeurs qu'ils sont en train de défendre. Et puis, je pense que c'est important, non seulement pour nous-mêmes en tant qu'immigrants francophones, mais aussi pour eux, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, écoute, c'est ça ma famille. C'est ça ma famille. Oui. Je pense aussi que ton travail, tes compétences aussi témoignent. Ton travail témoigne de tes compétences, c'est pour cela que les gens te réfèrent aussi. Mais oui, je trouve juste qu'elle est trop modeste pour le dire. Oui, mais c'est vrai, moi je connais Claude dans son travail, dans le milieu de son travail, elle est excellente. Elle est excellente comme animatrice. T'es destinée à faire ce travail. Oui, c'est ça. Définitif, là, oui, je pense que c'était ma voix. C'était ma voix. Et c'est ça que... Je rencontre beaucoup d'étudiants et j'ai tellement envie que chacun trouve sa voix. Oui. Pour que, tu sais, comme toi, par exemple, tu as trouvé ta voix et aujourd'hui, tu brilles de mille feux parce que tu es bonne en ce que tu fais. Merci. Et je sais que chacun d'entre nous a un potentiel, un petit feu qui nécessite d'être juste allumé. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est pas... Tout le monde n'a pas eu cette chance de connaître sa voix dès le départ. Moi, je me reconnais beaucoup en ce que tu dis là, de porter le micro, etc. Je faisais ça aussi quand j'étais petite. Donc, je vois très, très bien la passion dont tu parles. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup d'autres personnes dans mon entourage qui ne savaient pas ce qu'ils veulent faire et qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Et puis... Juste pour l'anecdote, Laïla voulait être journaliste quand elle était au lycée, c'est ça? Oui. Non, pas au lycée. J'ai même passé j'ai passé le concours, j'ai réussi. J'allais être journaliste. Et tu sais quoi? On a évoqué le racisme tout à l'heure. Je me rappelle du jour
où j'ai passé mon entretien oral. Et donc là, je passe mon entretien devant 3 grands journalistes Au Maroc. Ok. Hommes, c'était 3 hommes. Et là, le journaliste me dit, enfin le monsieur là, le prof, il me dit tel quel, parce que je me rappelle très bien de cette phrase, comment oses-tu vouloir devenir journaliste alors que tu portes un foulard? Sérieux? Et là, j'ai dit, parce que c'est vrai que dans les médias au Maroc à l'époque, il y avait 0 journaliste qui portait un foulard. Et là, j'ai dit, peut-être que je serai la première. Bonne réponse. C'est tout? C'est tout. J'ai réussi l'entretien par la suite. Certainement, il a voulu me provoquer. Ouais. Je l'espère. Oui, oui. J'espère que c'était sa seule intention. Mais c'est quand même quelque chose qui est resté au fond de moi et que j'avais très, très mal vécu à l'époque. Ouais. Question d'anecdote là pour continuer dans ce sens. Pendant mon programme de relations publiques, comme c'est un programme de relations publiques, il y a différents cours et il y a le cours de gestion de crise. Et à la fin de ce cours-là, on devait vraiment comme gérer une crise. Je pense que c'était la crise de, je sais pas si c'était Toyota, en tout cas, c'était pour une compagnie de voitures là, une marque de voitures pardon. Et puis il y avait moi et 3 autres et j'étais censée être la personne responsable qui allait affronter les médias, les faux médias. Donc le prof est là, il y avait un prof de journalisme aussi, je pense, qui était là, je pense, et puis il y avait un petit public là, il me semble. Et il pose des questions un peu comme ton professeur, là, des questions qui piquent, là, tu vois. Un peu comme si tu étais en gestion de crise, parce que quand j'ai une gestion de crise, les journalistes, ils ne sont pas là pour jouer, là. Ils vont te pousser à bout. Mais le gars, il me pose des questions, mon sang a fait un tour. Je commence à lui répondre. Il dit, on va faire une pause. Écoute, le rôle des journalistes, c'est de t'énerver. Je pense pas que tu vas continuer en gestion. Je dis, non, ça, c'est pas pour moi, monsieur. Parce que on va se battre là-bas. Je peux pas. On va gérer une crise par une crise. Il pose des questions, je dis, mais je viens de répondre à cette question. Il a dit, on va faire une pause. Non, tu peux pas. Non, tu restes animatrice. Je me suis dit, je vais tout faire dans ce programme-là, mais gestion de crise, là, il faut que je travaille ma patience. C'est vrai. Oui. En tout cas, je pense que je suis juste bénie, et puis bénie même d'être ici, parce que si on te donne la place pour parler de ce que tu as vécu et tout ça, c'est que ça a quelque chose à apporter à d'autres personnes. Oui, tout à fait. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Et le chemin que tu as parcouru en tant qu'animatrice, j'imagine que tu en as rencontré des gens de tous les calibres, de toutes les natures. Oui, et ce que j'aime avec ma personne, je dirais, c'est le côté humain. J'aime pas et je déteste les gens qui se prennent pour des gens qui ne sont pas. Je n'aime pas ce genre de personnes-là. Et j'essaie au maximum de ne pas passer ce message-là, de ne pas être cette personne-là. C'est-à-dire que j'aurai la même attitude avec toi, qui est maire d'Ottawa, ou bien avec la personne qui vend, je ne sais pas moi, des petits pains au carrefour de rue, là. J'aurai la même attitude. Et malheureusement, il y a des personnes qui arrivent à un certain niveau qui oublient, en fait, qu'elles sont poussières aussi. Et moi, je ne suis pas ce genre de personne et j'aspire vraiment à ne pas devenir ce genre de personne. Parce que j'ai une chose en tête et que j'arrête pas de me répéter tout le temps. De même que Dieu élève, Dieu est capable de te rabaisser d'une telle manière que toi-même, là, ou bien même que les personnes qui t'applaudissent aujourd'hui soient les personnes qui te lancent des pierres demain. Il faut être préparé à ce genre d'atmosphère-là. Et donc, moi, malheureusement, je vais dire si c'est malheureusement ou heureusement, je ne m'attache pas à ce que les gens disent de moi. « Oh, Claude, t'es tellement bonne. Oh, Claude, t'es... » Non. Ça ne m'émeut pas, en fait. Parce que j'essaie au maximum de me rendre compte de qu'est-ce que je peux faire humblement. Et puis, je continue ma voie. Je ne cherche pas à avoir des acclamations, des titres, ce genre de trucs-là. Je m'amuse juste avec ma créativité. C'est juste ça. Donc, les gens qui vont venir... Parce que ces mêmes personnes-là, c'est un couteau à double tranchant, hein, Leïla, tu sais. De même que les gens vont te rire aujourd'hui, tu fais une petite faute comme ça, là. Tu vas le payer. Et donc, là, j'essaie de rester dans mes bottes. Aussi simple que je suis, c'est ça. Ouais. Et parlant de ça, ce que j'ai pu observer malheureusement avec nos communautés, avec la diaspora, c'est que c'était vraiment dans les tout débuts que j'ai observé ça. Les gens allaient dans des événements parce qu'on dit qu'il y aura tel maire ou il y aura tel conseiller municipal. Vous n'allez pas là-bas parce que vous avez envie d'être là.
Vous allez là-bas pour faire des photos avec ces personnalités-là pour dire que j'ai vu tel. Vous oubliez que quand vous rentrez à la maison, les personnes ne se rappellent même pas de vous. Mais tu es le premier à poster. J'ai été avec le... Il s'en fout. Il s'en fout de toi. Et j'ai expliqué ça, je pense, une fois dans une de mes vidéos. On était à la couverture d'un événement avec Rogers et il y avait une personnalité politique qui était là. Et dès qu'on a dit que la personne était arrivée, tu vois la foule en train de partir l'accaparer, comme parler ici, faire des photos. Et puis je sens que personnellement, j'aimerais pas vivre ça, même si demain, je sais pas, moi, j'ai une notoriété aussi exponentielle je souhaite pas vivre ça. Parce que souvent, les gens oublient que ces personnes qui sont appelées personnalités publiques, là, elles se sentent souvent comme des bouts de viande. Je suis juste quelqu'un on veut faire une photo avec. Ce sont des personnes qui ont un cœur, qui ont envie de partager, qui ont vraiment peut-être envie de connecter avec vous. Et la personne, là, elle a été vraiment accaparée par tout le monde. Et pendant un moment d'accalmie, moi, je me suis approchée, je lui ai demandé comment ça va. Il s'est tourné, il m'a regardé, je vais bien. Je lui ai dit, je sais que vous êtes appelé à avoir de grandes responsabilités. Voilà ce que moi, je vous suggère et je vous souhaite bon mandat. Je vous souhaite, en tout cas, on a eu une belle petite discussion. Et puis, c'est lui-même qui dit, on peut faire une photo. C'est le monsieur qui me demande, on peut faire une photo. Et là, j'ai une amie qui était là, qui a fait la photo. C'est pas moi qui ai couru après lui. Parce que je cherchais... Au fait, ça me faisait mal même de voir comment les gens venaient autour de lui comme un bout de viande. Je me dis, mais c'est une personne humaine. C'est vrai. C'est une personne humaine. Mais c'est tout ça aussi, je vais dire les deux bords de l'influence. Hein. Ça vient avec ses bons et ses mauvais côtés. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas. C'est vrai. En tout cas. Est-ce que tu avais une question? Oui, Claude. Donc, à part TV Rogers, je pense que tu fais aussi de la création de contenu sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube, j'ai lancé ma chaîne YouTube professionnelle dernièrement. C'était quelque chose que j'avais au-dedans de moi. Je ne savais pas quel aurait été le moment, mais j'ai fini par le faire. Oui, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça sera pour moi une voie d'expression par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai observé et tout ce que je peux apporter à cette communauté qui arrive ou même qui est déjà ici pour pouvoir les aider à, je sais pas, trouver des issues, des voies pour trouver leur voie, trouver leur place ici dans la communauté. C'est quoi le nom de la chaîne? Juste Claude Andrea, l'animatrice. Claude Andrea. Yes. Okay. On va le mettre dans le... Ouais. On va mettre le lien dans la barre de description pour les personnes qui veulent découvrir la personne de Claude. Vous allez beaucoup rire. Je ne suis pas sérieuse, moi. Je suis pas sérieuse. Oui. En tout cas, oui, c'est ça. Il y a quelque chose, au fait, puisque tu as rencontré beaucoup de monde. Allez, moi, je trouve ça intéressant. Tu as rencontré beaucoup de monde. Tu as vécu en Inde, tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu as vécu au Canada. Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être comment sont les Canadiens? Pour une personne qui n'est jamais venue ici, puis qui aimerait savoir, qui est curieuse. Ça, c'est de ma propre expérience. Ta perspective. Des gens que je côtoie, je dirais que ce sont des gens vraiment qui sont avenants. Moi, je parle de ceux que j'ai eu à côtoyer. Ce sont des personnes qui sont avenants. Je parle vraiment de mon environnement. Des personnes qui ont envie de te voir réussir. Pour ceux que j'ai rencontrés. Parce que si je parle de personnes qui ont envie de te faire réussir, je vais prendre un exemple palpable, c'est celui de mon producteur qui a été mon mentor et qui l'est encore aujourd'hui. Ce monsieur-là ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et une fois, j'ai eu à lui poser la question de savoir pourquoi, limite, là, on va dire, entre grives, on n'a pas voulu faire de... Comment ils appellent ça, là? Pas des entrevues, je sais pas, des auditions. Des auditions pour trouver l'animatrice et que c'est moi qui voulais. Il m'a dit qu'il m'avait observé pendant mon stage. Le fait que j'ai été là pour les inviter, le respect, c'est ça qu'il m'a dit, le respect. Et puis ta bienveillance, en fait. Je me suis dit, en plus de ça, là, il y a quelque chose en plus que je peux exploiter chez toi. Et à chaque fois qu'il y avait une opportunité, le monsieur donnait toujours mon nom sans me consulter. Au départ, ça me frustrait parce que je ne me sentais pas capable. Mais c'est lui qui m'a étiré. Ouais. Et j'ai rencontré des personnes comme ça tout le long de mon parcours. Donc pour moi, la communauté canadienne, les personnes canadiennes que j'ai rencontrées sont vraiment des personnes avenantes qui ont envie de te faire réussir, de te faire évoluer. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes de nos communautés. Non, hein? Tu ne trouves pas? Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Hein,
Pour notre cas aussi, enfin pour notre cas, on rencontre beaucoup de Marocains qui disent que la communauté marocaine n'est pas très solidaire. Moi, je ne suis pas très d'accord parce que j'ai vu beaucoup de solidarité dans la communauté marocaine. Mais qu'est-ce qu'il en est de ton côté? La communauté ivoirienne, je ne vais pas mentir, je ne la côtoie pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y a une association, sûrement qu'il y en a, mais ce n'est pas des gens que je côtoie. Je rencontre des Ivoiriens, mais pour dire qu'il y a une communauté à laquelle j'appartiens, non. Non. Je préfère pas. Je veux pas être méchante, je préfère pas parce que déjà, il n'y a pas le temps. Tout le monde est occupé. Et puis, je vois pas vraiment, je vais dire... à part la canne gâteau, je ne sais pas si vous connaissez la Coupe d'Afrique des Nations Ottawa-Gatineau, ça a été lancé par des jeunes, je pense, Ivoiriens, il y a un autre qui est Camerounais, quelque chose comme ça, 2 Ivoiriens et un Camerounais qui a fait bouger vraiment cet été la région. Ouais. Et c'était la 2e édition. Là, ça a réuni beaucoup de communautés en même temps, mais je veux dire, c'est quelque chose qui me parle parce qu'ils ont utilisé un moyen, le sport, le football pour réunir tout le monde, ce qu'on aime d'ailleurs là. Donc ça me parle, mais à part de ça, pour vrai là, non. Et j'ai jamais entendu, oui, il y a la communauté ivoirienne qui fait telle chose, il y a la communauté ivoirienne qui fait telle... Non, j'ai jamais vraiment entendu de ça. Peut-être qu'à Montréal, il me certainement, semble, certainement. Oui, mais ici à Ottawa, Gatineau, non, je ne pense pas. Et puis, quand je dis que les gens de ta communauté ne te soutiennent pas, c'est pas seulement la communauté ivoirienne. Je parle de la diaspora africaine en général, de ce que j'entends, de ce que j'observe. Je sais que, avant de venir ici, je faisais un live sur ma page Facebook et j'en parlais. Je dis, c'est pas bon, en fait, de dire qu'on veut que notre diaspora soit forte. Et puis, pour des personnes qui ont des accès à certaines personnalités, à certaines opportunités, vous permettez de les garder pour vous ou bien de vous asseoir sur ces opportunités-là. Moi, je dis tout le temps, si Dieu me permet de connecter avec une telle personne, cette personne n'est pas de ma famille. Donc, si moi, je suis capable de la connecter à une autre personne, je le fais. Ouais. Et je le fais très, très, très souvent. Aujourd'hui, là, je me rends compte que certains de mes invités que j'ai connectés, les gens ont lancé des projets ensemble. Et c'est pas pour mon plaisir. Genre, non, je m'en fous. Je dis, OK, j'ai pensé que celle-là, parce que ma créativité n'est pas seulement pour moi, là. Je la mets au service des gens. Toi, tu peux faire quelque chose avec elle. Puis aujourd'hui, oui, je suis ambassadrice de tel. OK, bon, parfait. C'est ça que moi, je veux pour toi. Je veux pas que demain, tu viennes m'envoyer une longue lettre, je te remercie parce que tu... Non, je m'en fous. Je fais quelque chose sans rien attendre en retour. Et j'aimerais que notre diaspora fonctionne comme ça. Tu as des opportunités, tu as des ouvertures, par exemple, pour des subventions ou bien pour n'importe quoi d'autre. Tu le gardes pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux juste, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu veux manger seul. Alors que non, il y a tes frères qui sont là, qui ont plusieurs projets, mais tu ne te permets pas de les soutenir parce que si je la soutiens ou si je le soutiens, là, peut-être même que son affaire va devenir un peu plus grand que moi. Donc, je ne veux pas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Non. Ouais. Puis pourquoi avoir peur du potentiel de quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est vrai que c'est un manque de confiance. C'est ta foi qui t'aide beaucoup en ça aussi. Parce que je crois aussi que Dieu a donné et a mis. Exactement, il a donné à chacun. Donc, en tout cas, si on en parle là, pour vrai, ça me frustre entre vous et moi. J'ai observé beaucoup de choses avec. Et je ne sais pas pour quelle raison que Dieu m'a positionnée là-bas, mais je commence à comprendre un peu pourquoi. Ce n'est pas à cause seulement de mon talent et de mon don. C'est de me permettre de pouvoir observer ces gens-là que je côtoie, de pouvoir entendre des choses que je n'aurais pas dû entendre même, de voir des choses aussi que je n'aurais pas dû voir en fait, et puis de faire mon propre jugement par rapport à telle personne, par rapport à telle communauté. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que je dis n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais en tout cas, comme par exemple des gens qui vont utiliser, je veux dire, de l'argent, des subventions pour faire des affaires qu'ils ne sont pas appelés à faire. Mais ça va te retomber dessus. Ouais. Et si moi j'ai eu à entendre ça, ça veut dire que d'autres personnes ont eu à entendre ça. Tu ne sais pas jusqu'où ça va monter. En tout cas, c'est plein. En tout cas, il y a toujours des bonnes graines et des mauvaises graines partout. Mais... Et donc là, ce que je comprends, c'est que tu as appris de ta leçon de l'Inde où tu n'es plus resté juste avec ta communauté. Bon point, hein? Je suis en train de relier les points. Très bon point. T'as pas mal tort. Mais c'est sûr que le fait que j'ai été super active à l'école, au collège de la Cité, ça me permettait pas vraiment d'avoir le temps pour faire, tu vois, juste m'asseoir au corridor pour discuter avec des amis. Non, j'avais pas le temps, en fait. J'avais pas le temps. Puis tout de suite après, j'ai eu mon travail. Donc, j'étais lancée dans la communauté franco-ontarienne. Donc, c'est là que je grandis.
C'est là que j'ai voulu. En plus, moi, je trouve, tant que tu as eu la chance de venir t'installer dans un autre pays autre que ton pays natal, autant en profiter, autant aller vers d'autres personnes. Parce que si tu devais rester avec les Ivoiriens, bah reste en Côte d'Ivoire. Tellement bien dit. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, parce que ça, c'est un point qui me frustre aussi dans notre communauté. Quand je rencontre des gens qui ont zéro connaissance ou zéro ami d'autres cultures. Mais j'ai dit, mais tu vis dans un des pays les plus multiculturels du monde. J'ai failli dire Wallahi. Wallahi, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu vis dans un des pays les plus multiculturels du monde. Tu peux littéralement voyager dans le monde tout le mois. Chaque week-end, tu vas chez ton ami brésilien, tu vas chez ton ami argentin, tu vas chez ton ami ivoirien, et l'autre week-end, tu vas chez ton ami marocain manger du couscous. Et ça va. Tu vois, tu fais le tour, mais tu as cette occasion de le faire. Pourquoi toujours rester avec la communauté? C'est la peur de l'inconnu. La zone de confort. Je pense que oui, la zone de confort et la peur de l'inconnu aussi. Et puis tu te demandes toujours comment l'autre va me voir. Écoute, moi-même, quand j'ai commencé avec TV, à l'école, c'était l'école. Mais quand tu arrives dans un milieu professionnel où est-ce que les gens te disent écoute, on devrait prendre un café ensemble. Café? On va prendre un café. C'est pas trop mon truc. Si tu me dis allons manger, ok, ça. Café. Mais j'ai appris que c'est ça leur manière de connecter en fait. Mais un café, ça devient un lunch facile là. Ça devient, je sais pas moi, une amitié. Un brunch, oui. Ça devient une amitié. Ça devient des partenaires d'affaires. Donc c'est ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire des connaissances dans d'autres cultures? Oui, je dirais oui. Parce que avec mon travail, là, ça a été la base de beaucoup de choses. De rencontrer des personnes d'autres cultures, oui. Mais pour te dire, être ami aussi, pas vraiment. Parce que j'essaie de garder comme le juste milieu, le travail professionnel, ce qui est professionnel. Et la vie personnelle. Exactement. Donc, oui, j'en ai connu. Je côtoie ces personnes-là, mais je dirais pas qu'on est amis, mais quand même, je connais des personnes d'autres cultures. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'essaie aussi de me mettre à la place d'une fille qui vient seule ici pour s'installer, pour faire tu sais, comme se créer... Pour date. Non, pas encore, on n'en est pas encore là. On va y arriver, bon Dieu, je sors de ce studio. On commence d'abord par construire un petit peu son cercle social. C'est ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu es confortable dans ta vie, tu as envie de rencontrer quelqu'un aussi. Right? Oui, on y est. Oui, on y est. Je pense que bye, je pars. Le scoop. Officiellement, je pourrais dire en décembre 2023, où est-ce qu'on est en train de se parler, officiellement, je suis célibataire. OK. Et, un cœur à prendre? Un cœur à prendre, oui, un cœur à prendre. Mais le truc, c'est que mon cœur aussi, il est difficile à prendre. Ça, c'est mon petit côté ivoirien. C'est sûr que je fais doublement attention, vous devez vous l'imaginer, à cause de mon travail aussi, parce que... il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, je vais le dire comme ça. Il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions et je l'ai appris à mes dépens, malheureusement. Donc, je fais très, très, très attention à qui je côtoie et je suis très intentionnelle par rapport aux personnes que je vais côtoyer. C'est pas parce que tu me dis « Ah, tu me plais, que tout de suite... » Non. J'essaie d'avoir un peu raison gardée, on va dire ça comme ça, et puis d'analyser. Ma mère trouve que ça prend du temps. C'est les parents. Madame, je te comprends, mais la vie d'avant et celle de maintenant, c'est pas pareil. C'est vrai. Dis-moi, je vais garder l'homme après. C'est ça, le petit-enfant. Mais moi, il faut d'abord que j'assume que... C'est ça. Oh my God, qu'est-ce que c'est le bon? Exactement. Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe, la vie amoureuse ici? Est-ce que c'est facile de rencontrer des gens, des hommes? La plupart du temps, tu vas te rendre compte que les personnes qui sont en couple, là, en tout cas pour la majorité, elles sont en couple avec les personnes de leur communauté. Ouais, d'accord. Et moi, je ne traîne pas vraiment avec les personnes de la communauté. Ah, OK. Donc, ça va prendre du temps. On sait jamais. Mais non, sincèrement, je dirais que rencontrer quelqu'un, ça peut être facile, ça peut être difficile. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu évolues. Et malheureusement pour moi, ou heureusement, j'étais vraiment très focus sur mon travail. J'étais vraiment très focus sur ce que je découvrais parce que j'étais tout autant excitée de me rendre compte que j'étais capable de faire certaines affaires. Donc, j'étais tellement dans le go, qu'arrivait un moment, j'étais comme, hey, attends, c'est quoi? Il n'y a personne, là. Ouais. C'est ça. Il faut que tu commences à regarder. Donc là, je commençais à tamiser un peu, essayer de trouver le juste milieu.
Mais après, je te dirais que pour certaines personnes, c'est facile, pour d'autres, c'est difficile. Et puis, Mais parce que je me mets juste à la place de ces personnes, filles ou garçons célibataires. Et la question qui se pose, c'est où est-ce que je vais rencontrer? Où est-ce que je vais rencontrer cette personne? Est-ce que je sors au café? Est-ce que je vais dans des bars? Est-ce que... Priez beaucoup. C'est ça. Priez beaucoup. Est-ce que je reste justement à la maison? Et j'attends qu'ils viennent... Le seul qui frappe à la porte, c'est le livreur. C'est ça. Bonjour, monsieur mon mari. Elle dit, madame, moi, c'est la pizza seulement. Non, mais c'est Est-ce vrai. que vous êtes la réponse à ma prière? C'est vrai ce que tu dis. Non, mais plus sérieusement, moi, j'ai décidé de... Comme on le dit, tu te nourris de qu'est-ce que tu vois, de qu'est-ce que tu entends. Et je suis très, 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 très consciente, je suis très sûre que Dieu a déjà prévu quelqu'un pour moi. Je ne sais pas qui, mais c'est une personne qui est... je pense, monsieur, on ne sait jamais, peut-être que tu es en train de me regarder. T'as intérêt. Mais c'est une personne qui est déjà préparée à embrasser tout ce que je suis dans mon entièreté. Je parle de mon travail, je parle du fait que je sais que je serai appelée à voyager peut-être beaucoup pour faire des conférences, ce genre de trucs-là. Est-ce que tu es capable de rester 3 jours, 1 semaine, 10 jours sans moi? Il n'y a pas de problème. Est-ce que je ne vais pas être comme, je ne sais pas moi, comme stressée parce que monsieur est trop jaloux, je ne veux plus que tu fasses des conférences, je ne veux plus que tu animes, je ne veux plus, parce que tu es insécure. Non, je veux pas de quelqu'un qui va venir éteindre mon potentiel. C'est pour ça que je suis très intentionnelle avec à qui je donne mon temps, à qui je donne mon énergie. Et même si je vais essayer, en fait, de peut-être côtoyer une personne que je vois que on n'est pas sur la même longueur d'onde, avec beaucoup de respect, je vais prendre du recul. Et... comme tu le disais là, moi si j'ai un conseil, c'est difficile, c'est vrai, c'est pas facile. Et il y a beaucoup qui vont se marier au pays pour revenir ici avec les personnes parce qu'on s'est dit, ben, je trouve personne. Moi, je crois que Dieu va toujours conduire mes pas vers la personne. C'est-à-dire, quand ça sera le bon moment, même si c'est moi avec sans maquillage qui va aller à mon dépanneur pour aller prendre, je sais pas, une bouteille de jus et puis le monsieur dit, je pense que j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais c'est que ça sera cette journée-là. Mais sincèrement, j'essaie de ne plus me mettre de pression par rapport à ça. C'est sûr qu'arrivé à un âge, là, et surtout avec les parents et tout ça, mon père me parle. Mon père, il est rentré dans la danse en me parlant de petits-enfants. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce que tu as? J'ai pas... Il dit oui, parce que là, il y a ton frère qui se marie, là. Donc, tu sais, il y a telle affaire, là. J'espère que ça sera bientôt ton tour. Et puis, en même temps, en fait, il parle du mariage du frère, mais il inclut les messages. Les petits messages. Je dis, ouais, je te vois venir là, mais plus sérieusement, pas que je prends ça relax. C'est sûr que ça arrive à un moment, tu te dis, ah ouais, tu te sens un peu seul et tout ça. Mais heureusement que je suis bien entourée, ça c'est une chose. Et que ça me permet de travailler beaucoup plus sur moi. Parce que je ne veux pas que la personne soit un souffre-douleur aussi pour moi. Quelqu'un qui... je vais déposer toutes mes peines, toutes mes faiblesses, toutes mes insécurités sur lui. Le temps que ce monsieur-là arrive, je serai vraiment la femme qu'il a besoin de... Ça. Ouais, c'est ça. J'ai un ami, justement, ivoirien, qui n'est pas célibataire. Yacine te regardait comme... Je pensais que tu allais faire la matchmaker. Je vais pas faire de... Non. Juste parce que, justement, cet ami-là, il me disait toujours, moi, si je rencontre une personne, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu as fait de la thérapie? Est-ce que tu as travaillé sur toi-même? Et c'est la première chose que je dirais à cette personne. Comme ça sera dans mon premier date, c'est est-ce que tu as fait de la thérapie? Si tu n'as jamais fait de thérapie, va faire de la thérapie, après on vient en parle. Okay. Je suis totalement d'accord. Et il y a 2 ans et demi en arrière, je pense, je parlais avec une amie, puis je me suis dit, je travaillais beaucoup sur moi, et puis le Canada, non seulement m'a donné tout ce que j'ai pu avoir comme, je vais dire, potentiel, a permis de développer ou me faire découvrir ce potentiel-là, mais ça m'a permis aussi de travailler sur moi énormément comme personne. Et je continue de travailler. Il y a des parties de moi que je n'aime pas. J'ai des insécurités, j'ai des faiblesses, il y a des choses, je me dis, ça se peut pas que tu penses encore comme ça. Ça se peut pas que tu aies encore peur de faire telle ou telle chose. Vous voyez? Et donc là, je disais à cette amie-là, moi, si je rencontre quelqu'un là, en tout cas, la prochaine personne, j'aimerais vraiment qu'on fasse une thérapie ensemble avant de peut-être se marier. Elle dit, toi, tu te crois où? Parce que c'est pas dans la mentalité de nous autres là. Mais c'est tellement important parce que qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants en fait? C'est quoi l'exemple que tu veux qu'ils voient? Et moi, c'est tellement important pour moi que je veux pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Non. Je veux que, comme vous, mon couple ait de l'impact. Oh, c'est beau ça. Oui, sincèrement, je vous le dis très sincèrement, là, que mon couple ait de l'impact. Ça se voit que vous vous soutenez dans qu'est-ce que vous faites. Ben, ça a pris du temps pour bâtir une relation comme ça. Exactement. Avec quelqu'un qui... Non.
Ok. Faut travailler. Ça m'a fait penser à une amie portugaise qui est en couple aussi, puis qui me dit, et qui va à l'église, au fait, c'est une fille de l'église, et elle me dit, à l'église, ils font ce qu'ils appellent marriage classes. Ok, c'est important. Je trouve ça très cool, en fait, comme concept, dans le sens où, donc, à l'église, ces deux personnes, ils ont décidé de se marier, ils vont pas encore se marier, mais ça va être très bientôt. Et donc là, ils prennent des cours de mariage ensemble à l'église pour que justement construire ou bâtir leur relation de mariage sur de bonnes bases. Moi, je trouve ça génial, au fait. Oui, définitif. Parce que ça te permet de voir à qui tu as affaire, en fait. Ça te permet de savoir exactement c'est quoi les limites et autres de l'autre personne. Et c'est difficile souvent pour les hommes, je le comprends. Parce que la vulnérabilité n'est pas quelque chose qui est cultivé chez nos hommes africains. Elle vulnérable, c'est égal faiblesse. C'est ça. Donc, personne ne se permet d'être vulnérable. Et souvent, même là, c'est ça que je trouve un peu dommage. Quand tu es vulnérable, femme ou homme, directement, l'autre personne en face, si elle n'est pas intelligente émotionnellement, se dit, oh, je peux la piétiner. Je peux faire d'elle ou de lui ce que je veux parce que la personne est vulnérable. C'est pour ça que le monde va si mal. Parce que les gens n'ont aucune intelligence émotionnelle. Tout à fait. Moi, je suis très, très d'accord avec toi. Allez, supposons que cette personne que Dieu a déjà préparée pour toi, elle est en train de nous écouter. Oui. Alors, quelles seraient les caractéristiques? Comme ça, elle se reconnaît. Oui. Comme ça, elle va dire, you, elle parle de moi. Oh mon Dieu, mais là, On va laisser tes coordonnées dans le... Alors, premier caractère pour moi, c'est une personne qui est capable... Et non, même pas qui est capable d'abord. C'est une personne qui croit en Dieu. OK. Je veux que ce soit ça la base. Qui croit non seulement en Dieu, mais qui croit aussi dans le potentiel que Dieu a déposé en lui. Et que ce potentiel ait déjà commencé à être travaillé. Quelqu'un qui est capable d'avoir des discussions inconfortables. Parce que je pense que c'est grâce aux discussions inconfortables qu'on arrive à se bâtir. Oui. Donc ça, c'est ces deux Et Dieu points-là. sait comment toi, tu es bonne à Oh à my faire des God! Et puis c'est toujours comme ça. Même avec mes parents. Allô? Oui, oui. Papa, on va avoir une discussion inconfortable. Ok, je t'écoute. Je le fais avec tout. Au moins, j'annonce les couleurs. Mais franchement, moi, je ne peux pas garder quelque chose sur le cœur. Et puis, malheureusement, pour moi, je suis quand même overthinking. Donc, je pense, j'ai besoin de savoir. Peut-être que moi, j'ai mal interprété quelque chose. Et puis, je ne veux pas rester là, bouder. Je veux t'en parler. Donc, quelqu'un qui est capable d'avoir des discussions inconfortables, qui croit en Dieu. Et puis, quelqu'un qui est capable d'avoir un premier bébé avant d'avoir un deuxième bébé. C'est ça. Je suis le gros bébé de la maison. Et puis, si ma future fille, là, à venir, là, elle s'amuse, là, on va l'envoyer à l'orphelinat. Parce que c'est mon mari. Ça sera... C'est moi le bébé. C'est moi le bébé, c'est pas toi. Non, oui, ce serait ça. Vraiment, quelqu'un qui... À la base, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu. Vraiment. Quelqu'un qui est au Canada, est-ce que tu es prête à t'installer ici au Canada? Oui, ce serait ça l'idéal. Okay. Parce que, oui, ce serait ça. Parce que je vis ici pour l'instant. Là, elle travaille là. Ouais. Oui. Moi, ma question, elle va plus loin, c'est-à-dire, est-ce que vraiment tu te vois vivre ici au Canada? Oui. Je me vois vivre ici au Canada. En tout cas, les plans, c'est ça pour l'instant. Je suis installée ici, oui. Mais oui, tu es franco-ontarienne. En plus, je suis un peu de vert dans ma tenue, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc pour résumer, croyant... Merci. Communication. C'est à lui que vous devez parler. Croyant, communication et enfant. Oui, qui veut des enfants, c'est vrai. Oui. C'est ça, qui veut des enfants. Et qui est capable de prendre soin très légitime comme d'un gros bébé. Oui. C'est très légitime comme critère, je pense. C'est bon, tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Pas très compliqué. Non, ça va. On va le trouver. On va le trouver, celui-là. SOS. Cool. Bon. Non, franchement, merci d'avoir abordé ce sujet avec autant d'ouverture parce que c'est un sujet dont on ne parle pas très souvent. Oui. Mais écoute, moi, j'ai des conversations avec les filles qui viennent ici. C'est des sujets qu'on se fait entre filles. Oui. C'est pour ça que je voulais l'aborder publiquement. Parce que les filles me disent, Leïla, allez, entre toi et moi, je suis dans la trentaine. Il faut que je trouve quelqu'un. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les... Tu sais, je me dis, désolée. Moi, je n'ai pas exploré ce chemin avant, donc je ne sais pas. Les gens parlent de rencontres. Oui. Ça marche pour certains, et puis ça ne fonctionne pas pour d'autres. Moi, personnellement, ce n'est pas mon truc. Okay. C'est vraiment pas mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Donc déjà, même le fait que ce ne soit pas mon truc, là, tu vas déjà avec une idée défaitiste, mais tu ne vas rien trouver de bon là-bas. Donc ça ne fonctionne pas. D'accord.
Oui, c'est ça. Puis, comme tu dis, des fois, c'est une personne que tu rencontreras au dépanneur. Ouais. Et puis, that's it. Ça va arriver quand ça Peut-être va. que des C'est fois, il faut juste destiné. pas forcer le destin. Le destin, c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais. Ça peut être une personne de l'extérieur et puis on sait jamais qui va te retrouver ici. Tout à fait, tout à fait. Bon, je pense sur ce, on va clôturer cet épisode qui est très. Je pense que c'était très. Il y a beaucoup d'énergie D'énergie. positive. À l'image de Claude. À l'image de Claude, c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Donc cet épisode serait publié sur YouTube et sur Spotify pour les personnes qui préfèrent écouter l'épisode. Et on espère te voir et peut-être être des invités dans Oui, ton- s'il vous plaît. Oui. Oui, j'aimerais. un de ces jours. Et Oui. voilà. Oui. Merci beaucoup, Claude, pour Merci le temps à que tu vous nous aussi. as consacré, pour tout ce que toutes les, le partage précieux Ouais. que tu as fait avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir, sincèrement. Merci encore pour l'invitation. Merci. Ouais. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je suis certaine que cet épisode a dû faire 1 heure et quelques, je pense. Oui, je pense. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Sur ce, on vous dit au prochain épisode avec un prochain invité. Au revoir. Ciao. Bye.